Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de ma vision 2026 en trading. Le thème ici c'est l'or et le dollar. Donc sur l'or on va voir qu'on a très bien performé ces derniers mois et ces dernières années même. Est-ce que ça va faire une pause ou pas? On va le voir. Et sur le dollar, j'ai plutôt un biais global haussier, une reprise haussière du dollar, ce qui voudrait dire euh, une reprise baissière de l'euro-dollar et une continuation haussière de l'USD-Yen. Bon visionnage. On commence avec l'or. Ici, je vous ai affiché depuis les cours depuis 2005, toujours en échelle logarithmique. Et en fait, les cours de l'or ont été multipliés par plus de 10, presque 11, entre 2005 et 2025. Donc, c'est énorme. On a eu donc la reprise haussière a démarré en octobre-novembre 2023, après une grande période de consolidation entre 2011 et 2023. Et là, on est reparti de plus belle à la hausse. Donc, est-ce que ce mouvement doit s'arrêter? Il n'y a rien du tout qui l'indique pour l'instant sur les graphiques et a fortiori sur les fondamentaux. Donc, il y a quand même vraiment des éléments fondamentaux qui poussent à la hausse de l'or avec les banques centrales qui sont à la manœuvre. Donc, on peut être confiant sur le fait que l'or devrait continuer à monter. Maintenant, la grande question, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Alors, moi, je n'achète pas maintenant parce que, premièrement, j'estime que une pause ferait pas de mal par rapport à la rapidité des derniers mouvements, puisque depuis ici la cassure en août 2025, on a encore pris 25%. Voilà, 25% en 3-4 mois sur l'or. Bon. Et qu'on a quand même un signal graphique de pause. Donc, ici, on n'a pas validé de figure de continuation baissière. C'est-à-dire que là, on fait une pause dans un mouvement haussier. Si c'est un triangle et qu'on le casse par le haut, eh ben, on doit repartir à la hausse et faire une nouvelle belle jambe. Donc, si c'est le cas, on aurait, alors là quand même, je vais peut-être me mettre en échelle logarithmique. Ouais, je vais me mettre en échelle arithmétique pour compter les. Donc en échelle arithmétique, puisque c'est comme ça qu'on fait quand on regarde les amplitudes de mouvement. En tout cas, à la hausse, à la baisse, c'est différent. Si on se retrouve près de zéro, il faut absolument passer en logarithmique. Mais à la hausse, il vaut mieux être en arithmétique. Alors, donc ça nous enverrait proche de 5000, quoi, en gros. Donc de toute façon, avec les mèches, ça devrait faire 5000, effectivement. Il y a un niveau symbolique. Bon. Donc voilà, on a un objectif théorique, un graphique, à 5000 $. Donc c'est pas une science exacte, mais ça donne déjà un ordre d'idée. Donc, premier scénario, si on forme un triangle, donc on en est loin parce qu'il faudrait quand même encore un petit peu de temps, là on est en délit, il faudrait un nouveau contact ici, un nouveau contact là, et une cassure. Ça serait la première hypothèse avec un objectif à 5000. Mon hypothèse, que je ne peux pas justifier mais qui est mon sentiment privilégié, c'est que on va faire une consolidation un peu plus sévère ici, avant de repartir. Dans ce cas-là, il faut regarder les niveaux habituels. Donc, le retracement de 50 et de 61%. Ça, déjà, ça donne une grande zone. Éventuellement 68 parce qu'on aurait en plus ici un support graphique. Donc, on va dire que mon scénario privilégié, c'est une cassure ici et qu'on aille chercher vers les 3700, voire en dessous, mais ça, je verrai au fur et à mesure. Donc, moi, mon scénario principal que je joue, c'est une cassure, des achats. Alors, pas des achats massifs, parce que je sais pas jusqu'où ça peut retracer. Et puis, après, évidemment, là, si on casse cette figure-là, on rentre dans une consolidation beaucoup plus sévère, puisqu'on aura cassé la dernière zone de plus haut. Donc, voilà. Baisse,
et reprise, avec des achats en petite quantité et progressifs pour pas se retrouver à devoir couper si on baisse beaucoup, parce que vu les mouvements qu'il y a eu, on peut se retrouver à couper à moins 15%. Et quitte donc à prendre une première position, enfin un premier lot de position ici, et à attendre ensuite une cassure d'une figure graphique qui se formerait là pour redoubler la position et viser plus haut. Voilà sur l'or comment je vais jouer ça. Bien évidemment, si on fait cette figure de consolidation et qu'on casse, je rachèterai plus haut. C'est pas grave, le but c'est pas d'acheter toujours au plus bas. Le but c'est de rentrer dans un mouvement où on a un bon ratio rendement-risque, on peut acheter et placer des stops pas trop loin avec des objectifs de gain qui eux sont éloignés. On continue avec le dollar. Donc ça c'est le dollar index depuis 1967. Donc le dollar index, il est calculé, c'est une moyenne du dollar contre d'autres devises. Donc le yen, l'euro, le dollar canadien, le dollar australien, etc. Et donc ça montre les grandes tendances du dollar par rapport aux autres devises. Donc nous, on va quand même se concentrer sur une période un peu plus récente, parce que les monnaies sont quand même très liées au cycle économique, et que ça fait pas trop de sens de comparer, disons, avant 2008. Donc on voit que le dollar, depuis la fin de la crise 2008, il a été très haussier. Enfin, il a été, oui, haussier. Euh, avec quand même des énormes ranges. Hein. Donc on a une jambe de hausse ici, jusqu'en 2015, et qui ne reprend qu'en 2021. Et depuis 2021, il est plutôt sous pression baissière. Donc la question c'est de savoir, est-ce que, on voit qu'on est sous cette grande zone qui a été cassée en 2025, en avril, est-ce qu'il va continuer à être sous pression baissière ou est-ce qu'il va repartir à la hausse? Donc ça aura un impact concrètement sur les devises. Par exemple, l'euro-dollar, si le dollar est moins fort, ça veut dire que l'euro va continuer à monter. Si le dollar reprend de la force, l'euro va baisser. Sur l'USD-yen, c'est le contraire parce que en général, on cote d'abord l'USD contre le yen. Ça veut dire combien un dollar achète de yen. Alors que sur l'euro, c'est combien un euro achète de dollars. Donc sur l'USD-yen, si le dollar baisse, eh ben, l'USD-yen va avoir tendance à baisser et inversement. Après, comme le dollar index a un panier de devises, on peut avoir un dollar index qui baisse, mais si on a un yen qui est très faible aussi, on peut avoir contre d'autres monnaies, contre l'euro par exemple, on peut avoir, ou tout simplement contre le dollar, c'est-à-dire qu'il reste à égalité de parité avec le dollar, on peut avoir tout simplement un mouvement horizontal et un dollar index qui continue de baisser parce que l'euro, lui, va être très fort. Et dans la pondération du dollar index, l'euro a beaucoup de poids. Voilà, donc ça c'est le principe, c'est une vue globale pour voir où est-ce qu'on en est du dollar en général. Mais l'analyse, elle doit se faire ensuite devise par devise. Là, je suis passé en journalier et j'ai tracé les niveaux clés. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement, on est dans une zone charnière. On est vraiment sur un pivot. Et c'est l'action des prix sur ce pivot qui va déterminer la suite. Personnellement, j'ai un biais haussier pour le dollar en 2026. Pourquoi? Pour deux raisons principales. Graphiquement, on a une belle divergence haussière entre ici, enfin sur le RSI et sur le MACD. Donc le principe, c'est qu'on fait des plus bas sur les prix et des plus bas moins bas sur les indicateurs. Donc j'aime beaucoup jouer les divergences en hebdomadaire. En tout cas, c'est un signal que je regarde et que je prends en compte quand il est associé à d'autres. Et là, on a un deuxième beau signal, c'est un double bottom ici, qui serait parfaitement validé si on finissait par casser ici cette zone. Donc on n'est pas très loin. Il suffirait de finir avec plus de 0,5% pour être large. Et de clôturer la semaine au-dessus pour que là, on ait vraiment un très beau signal de reprise haussière du dollar. Donc, c'est vrai qu'ici, on avait cassé, on est revenu tester, on est reparti en bas, mais on a échoué en fait. On a échoué à casser ce premier plus bas avec une mèche assez importante. Donc, clairement, il y a beaucoup d'acheteurs ici de dollars sur ce niveau. Donc, et j'aime bien ce genre de configuration parce que
quand on rentre en position, on a des stops qui sont relativement serrés. Donc, par exemple, à peu près 4%. Bon, sur les devises, en général, on prend pas mal de leviers, donc il faut bien calculer la taille de sa position, son levier, parce que si on perd ces 4% et qu'on a du levier, ça peut chiffrer. Mais disons que moi, j'ai commencé à acheter, à vendre de l'euro-dollar et à acheter de l'USD yen sur des positions modérées et que je renforcerai si on a ce fameux signal. Donc voilà, ça c'est mon scénario, en tout cas pour la première partie de 2026. On verra ensuite, en fonction aussi de ce qui se passe dans l'économie, sur les marchés financiers, etc. Mais c'est ça que je joue dans les jours et dans les semaines qui viennent, avec un plan pour plusieurs semaines à plusieurs mois. Alors voyons voir ce que ça donne concrètement sur l'USD yen. Donc on a ici une vision mensuelle. On voit qu'en mensuel, on a cassé ici, donc ça c'est très intéressant, au mois d'octobre, ces deux diagonales. Donc vraisemblablement, on avait un triangle, une cassure par le haut, donc ça serait un mouvement de continuation haussière. Et donc pour voir l'objectif graphique théorique, on prend la première jambe de hausse du triangle et on le duplique à la sortie, à la cassure de la zone. Donc on aurait un objectif théorique à 174 ou 175, c'est-à-dire un potentiel par rapport au cours actuel de plus 12 ou plus 13%. Donc ça, c'est beaucoup sur les devises parce que, comme je vous ai dit, quand on achète les devises, en général, on prend du levier. Donc comment ça marche, ces histoires de levier, et comment moi je fais Alors moi, par facilité et par habitude, j'achète des turbos infini best. Les turbos normaux, c'est des produits qui ont un prix d'exercice et une barrière désactivante. Et donc, quand la barrière est touchée, le produit s'exerce et vous ne perdez pas tout l'argent que vous avez mis. Sur les turbos best, le prix d'exercice est égal à la barrière désactivante, donc vous perdez tout ce que vous avez mis. Donc il faut bien savoir gérer son risque quand on utilise ce genre de produit. Donc comment moi je fais D'abord, je pars de où est ma zone où est mon point ou ma zone qui invalide mon scénario ici, mon scénario aussi. Ici, je l'ai mis par rapport à cette bougie de cassure hebdomadaire, je l'ai mis au plus bas de cette bougie et donc concrètement légèrement en dessous. Donc on va dire, pour faire simple, on va dire 151. Et comme j'aime pas les chiffres ronds, je vais dire 150,88 par exemple. Alors ça correspond au plus haut, pour le coup. Ça correspond ici à ce petit plus haut. Donc je vais le mettre juste en dessous. Donc on va dire 150,78. Donc ça, c'est mon prix qui invalide mon scénario. Maintenant, comme j'achète des turbos best et que moi j'accepte un risque de perte de 50% sur mon turbo, ça veut dire que il faut que je double le niveau pour pouvoir le couper avec seulement 50% de perte. Donc, si j'étais à 150,78, c'était à peu près, je vais arrondir, c'était à peu près 2,5% par rapport au prix actuel. Donc moi, je vais acheter un turbo qui sera à 5% du prix actuel. Enfin, dont la barrière désactivante sera à 5% du prix actuel, ce qui nous emmène d'ailleurs sur ce support graphique. Bon. Alors, 5%, ça veut dire quoi en termes de turbo? Ça veut dire qu'on a un levier légèrement inférieur à 20. En théorie, ça pourrait être 20, mais il y a la marge que se prend l'émetteur du produit. Donc, c'est légèrement inférieur à 20. La marge et puis les problématiques qu'il y a derrière eux-mêmes de couverture, etc. Donc, un levier de 20, ça veut dire que, concrètement, si j'achète 1000 euros de ce produit, en fait, c'est comme si j'en détenais 20 000. Donc, j'achète pour 1000 euros de produit, je suis d'accord pour en perdre la moitié, 50%, ce qui est énorme en bourse, 50%. C'est pour ça qu'il faut avoir des positions qui sont bien calculées. Donc, je donne 1000 euros parce que c'est un chiffre rond, ça pourrait être 100 euros, etc. Donc, en tout cas, je suis prêt à perdre la moitié. En revanche, ce que je souhaite,
je souhaite gagner le plus possible. Mais mon objectif théorique, il est à peu près à 13, on va dire 13%. 13% avec un levier de 20, ça veut dire 260%. Bon. Donc, 260%, c'est fois 3, c'est fois 3,5 à peu près. Donc, j'accepte de perdre 50% sur un trade qui me rapporte, qui peut me rapporter 3 fois et demi la mise. Comment je gère ce trade? Le pire scénario, c'est que ici je rentre en position et qu'on repart tout de suite chercher mon stop. Là, j'ai perdu mes 50% et tant pis. J'ai joué, j'ai perdu. Deuxième scénario, c'est que, bon, on fasse, soit on consolide, soit on monte gentiment, mais en tout cas, on ne va pas chercher, par exemple, ces diagonales ou le plus bas de la semaine précédente. Et donc, je suis assez serein, je garde ma position. Alors, ma position, elle perd un tout petit peu de valeur chaque jour parce que le prix augmente chaque jour, mais il augmente très très peu. Donc, il faut être vigilant à ça, mais c'est pas non plus un problème majeur, notamment sur les devises, où ça augmente quand même très très peu. Donc on peut se permettre de garder un produit plusieurs semaines tant qu'on est dans le sens, tant que la tendance va dans le sens du produit, il n'y a absolument aucun souci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Avec mon levier de 20, ça veut dire que si je prends 5%, je vais déjà faire x2. Donc en général, moi, quand je fais x2 sur un turbo, je vends la moitié. Donc mon produit il est absolument remboursé et il me reste la moitié de la position. Et là, je vais suivre, en fait, en général en hebdomadaire, je vais suivre la tendance. C'est-à-dire que je vais chaque semaine remonter mon stop sous les plus bas de la semaine précédente. Voilà. Pas exactement sur le point, un peu en dessous des plus bas. Bon, et ça permet généralement de suivre une tendance, enfin, de prendre un gros morceau de la tendance. Quoi. Je dis, regardez ici par exemple, si on l'avait mis juste au point, on se fait stopper. C'est pour ça qu'il faut prévoir une petite marge de manœuvre parce que ici la tendance n'est pas invalidée, mais on a des vendeurs qui sont essayés d'aller percer ce niveau. Et puis ça repart. Là, c'est exactement pareil. On a un plus bas ici, on a une mèche qui vient chercher juste en dessous. Donc c'est à vous de calculer en fonction de la volatilité du marché, de vous mettre dans des unités de temps un petit peu inférieures, etc., de voir combien de points il faut se laisser en marge de sécurité. Voilà, donc ça c'est pour l'exemple de l'USD Yen. On va passer à l'euro-dollar. Ici, je vous présente l'euro-dollar depuis 1971. J'ai mis deux traits pointillés bleus verticaux qui marquent deux dates importantes. 1er janvier 73, le début des changes flottants, suite à la fin de Bretton Woods en 71, où il y avait des changes contrôlés. Et le 1er janvier 99, c'est le début de l'euro. Donc, ça veut dire qu'entre 73 et 99, ici, l'indice, c'est un indice qui est recalculé par rapport aux monnaies locales et aux pondérations par rapport au dollar, et qu'à partir de 99, c'est vraiment l'euro. Donc, vous avez aussi des niveaux majeurs, le plus haut historique à 1,60, le plus bas depuis 99 à 0,95, j'ai arrondi à chaque fois au dixième inférieur ou supérieur, et le plus bas historique depuis 73 à 0,565. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la période depuis le vrai euro. Et donc on voit que c'est assez intéressant parce que je vous ai tracé aussi deux lignes grises ici qui correspondent à la moitié, aux 50%, entre ici la première ligne grise entre le plus bas de 1985 et le plus haut de 2008, et la seconde ligne grise qui est le milieu entre le plus bas cette fois de 2001 et toujours le plus haut de 2008. Et donc on voit qu'on est à peu près exactement au milieu de cette grosse zone de range. Et si on continue à zoomer, cette fois, on est plutôt sous une résistance. Donc, comme précédemment, je disais que je m'attendais à une reprise haussière du dollar, ça veut dire qu'en toute logique, on devrait avoir une reprise baissière de l'euro. Donc, si on zoome un petit peu plus, qu'est-ce que ça donne à plus court terme? À plus court terme, on a créé ici une consolidation, on est sorti par le bas de ce premier point bas,
mais on l'a réintégré. Donc maintenant, la question dans les jours et les semaines qui viennent, c'est est-ce que on va valider cette cassure ici? Donc la clôture de cette semaine va être importante. Donc là, on est le 16 novembre, donc dans 6 jours, 5 jours. Si on clôture en dessous cette zone grise, ça serait plutôt positif pour la suite, enfin, la confirmation d'un début de tendance baissière sur l'euro. Si en revanche on clôture dedans ou au-dessus, là, bah, ça veut dire que il faut être patient et attendre que le marché nous donne un signal. Donc autant sur l'USD yen, je prends position à la hausse parce que en plus le yen a plutôt tendance à être baissier en ce moment avec les choix de politique monétaire actuelle assez complaisants, on va dire, sur les baisses de taux. Autant l'euro-dollar est plus difficile. On voit d'ailleurs qu'il y a vraiment comme une grande confusion. On voit toutes ces mèches en hebdomadaire. Donc pour l'instant, j'ai un biais baissier sur l'euro-dollar, mais en termes de trading pur, je fais pas grand-chose. Éventuellement, là, il y aurait un petit niveau lundi, demain de prise de position, parce qu'on peut se dire que on est venu retester le haut de la zone grise et que ça peut partir à la baisse. Mais ce que je vais faire probablement, c'est prendre une petite position avec un fort levier pour jouer ici cette reprise baissière et avec un stop. Donc là, on est à 0,91%, donc avec un stop à 2%. Enfin, un stop à, disons que moi je coupe à un peu plus de 1%, et donc j'ai un prix, j'ai un prix d'exercice à un peu plus de 2%, donc aux alentours de 1,1850, 1,1850, 1,1860. Donc ça peut être un trade spéculatif éventuellement, avec un excellent point d'entrée si jamais ça repart à la baisse. Mais là, ça sera vraiment une petite position. On va dire une demi-position. On va dire que si d'habitude je prends des trades à 1000 euros, bah là je vais prendre un trade à 500 euros et puis j'accepte de perdre 250 euros. Voilà pour l'euro-dollar. Donc ensuite, si ça part à la baisse, on a un potentiel intéressant de baisse qui est à peu près du même ordre de grandeur, je pense, que sur l'USD yen. Donc ici, on serait dans les moins 9, moins 10%, donc c'est un petit peu moins. En tout cas, premier objectif, ouais, il serait à moins 9, moins 10%. Donc concrètement, moins 10% sur un produit qui a un effet de levier qui est proche de 50, ça veut dire que si vous mettez, on va prendre toujours 500 euros, ça veut dire c'est équivalent à 25 000 euros, et donc ça fait un gain de 2500 euros. Voilà. Donc l'idée de ce genre de trade hyper spéculatif, c'est de dire je risque la perte de 250 euros et je vise un gain de 2500 euros, donc 10 fois supérieur. Donc évidemment, ça marche pas à tous les coups. Maintenant, quand ça marche, eh ben, en fait, ça vous permet de financer pas mal de trades spéculatifs qui vont être potentiellement perdants. Mais je veux dire, dans ce genre de trade, si on ne gagne ne serait-ce qu'une fois sur deux, c'est pas la peine de viser plus, mais qu'à chaque fois on gagne nettement plus. Alors là, c'est vraiment très proche. Hein. C'est pas toujours x10, ça peut être x3, x4, ce qui est déjà pas mal. Mais l'idée, c'est que même si une fois sur deux on est coupé et que l'autre fois on gagne, et ben comme à chaque fois on gagne beaucoup plus que ce qu'on perd, et ben on est quand même gagnant. Donc il n'y a pas de formule magique, faut être très vigilant avec ce genre de produit et ce genre de trade. Il faut vraiment bien maîtriser. Et il faut pas être joueur au sens je fais un all-in et je vais multiplier par 10 et je vais être riche. Non, en fait c'est je prends une petite position parce que je prends un gros risque de perte. Donc clairement cet argent j'accepte de le perdre. Et l'objectif c'est vraiment d'essayer de jamais entamer le capital. Voilà. Bon, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des souhaits d'analyse sur des paires de devises particulières, vous pouvez me le dire en commentaire. À bientôt!